Bonjour à tous. Mortal Engines est probablement l'un des blockbusters les plus intéressants de cette fin d'année. À sa tête, on retrouve Christian Rivers, dont c'est le premier film. On le connaît notamment parce qu'il a été un storyboarder émérite pour Peter Jackson depuis Brain Dead en 1992, mais également pour avoir travaillé sur les effets spéciaux de Contact ou du premier Monde de Narnia. Depuis, il a aussi été réalisateur de seconde équipe sur Peter et Elliot le Dragon, le remake de David Lowery. C'était l'occasion pour Peter Jackson de lui proposer une promotion avec la réalisation de Mortal Engines. Et évidemment, Peter Jackson n'est pas que producteur sur ce film, il est également scénariste aux côtés de Fran Walsh, son épouse, mais également Philippa Bowens qui les avait accompagnés sur Le Seigneur des Anneaux, mais également Le Hobbit. La sortie de Mortal Engines est donc l'occasion d'évoquer l'un des plus grands réalisateurs néo-zélandais, c'est-à-dire Peter Jackson. Mais attention, dans cette vidéo en deux parties, nous n'allons pas parler de la partie émergée de l'iceberg. Donc tout ce qui a été produit depuis 1996 et que le grand public connaît en général. Donc, au revoir Fantôme contre Fantôme, Le Seigneur des Anneaux, Le Hobbit, King Kong et Lovely Bones. Non, nous allons parler de la première partie de sa carrière, la partie la plus trashouille, dégueulasse, peu ragoûtante et surtout pas très sage. Donc dans cette première vidéo, nous allons parler de Bad Taste, Meet the Feebles et Brain Dead, et dans la seconde partie, nous allons plutôt parler de Créatures Célestes et Forgotten Silver. Donc si vous êtes prêts, on y va! Né en 1961, Peter Jackson commence à réaliser des courts-métrages à partir des années 70 avec la caméra Super 8 de ses parents. Parmi ces courts-métrages, on retrouve des hommages à Ray Harryhausen, ou encore des films de guerre avec des nains, et même une aventure de James Bond. Les choses commencent à devenir sérieuses avec Curse of the Graftaker qu'il commence à réaliser à partir de 1981 et qui est une sorte de film de zombies ou de vampires selon les versions. Malheureusement, il laisse vite tomber pour commencer à travailler puisqu'il quitte le système scolaire à 17 ans. Il trouve alors un boulot de développeur photo au quotidien Evening Post et s'achète en 1983 une caméra Bolex. C'est là-bas qu'il rencontrera certains des futurs acteurs de Bad Taste. Initialement, Bad Taste est un court-métrage qui commence à être tourné à partir de l'année 1983. Voyant de plus en plus le potentiel de son film, Peter Jackson décide donc de faire de Bad Taste un long-métrage. Craig Smith, qui était initialement une sorte de héros du film, s'était marié entre-temps et avait décidé de passer de moins en moins de temps sur le tournage du film. Donc Peter Jackson a dû opter pendant 5 mois pour une réécriture du script, pour ensuite, finalement, mettre en avant un personnage qu'il joue qui se nomme Derek, et un autre qui est une sorte d'alien nommé Robert. En vrai roi de la débrouille, Peter Jackson a opté pour de la mousse de latex pour certains maquillages, notamment pour les têtes des aliens qu'il confectionnait dans le four de sa mère, mais aussi du sirop d'érable au point qu'il était en rupture de stock dans le coin où ils ont tourné. N'utilisant pas des armes, Peter Jackson a opté pour un lance-roquettes fait de tubes PVC, ou encore des projectiles qui sont faits avec du carton ou du plastique. La maison qui sert de vaisseau extraterrestre est en fait une maison coloniale que Peter Jackson avait pu louer. Il en a fait des reproductions à différentes échelles pour pouvoir l'exploser en fin de film. Essayant par tous les moyens de terminer le film, Peter Jackson finit par contacter la New Zealand Film Commission, qui sont des aides publiques permettant à des réalisateurs néo-zélandais de réaliser des films. Par chance, Peter Jackson finit par trouver un allié de poids avec Jim Booth, qui sera son producteur sur tous ses films jusqu'à Créatures Célestes, puisque le producteur est finalement décédé en 1994. C'est d'ailleurs ainsi que Peter Jackson et Jim Booth deviennent les instigateurs de Vignot Film, soit la boîte de production de Peter Jackson. Peter Jackson réussit à finir le film au point de laisser tomber la photogravure pour se consacrer au métier de réalisateur. Le film fait plutôt bonne impression au marché du film du Festival de Cannes en 1988. Il est même acheté par Eurogroup assez rapidement au point qu'il le sorte en 1988. Malheureusement, le distributeur a voulu opter pour une affiche différente pour le marché français et il faut bien le dire, elle était franchement pas terrible. Donc quand le film est ressorti, on a plutôt opté pour l'affiche originale avec l'alien qui fait un doigt d'honneur. Donc que reste-t-il de Bad Taste après 4 ans de gestation? Bien évidemment, le film sent l'amateurisme. Il y a des problèmes de rythme à droite et à gauche, notamment dans le climax qui se résume à une enfilade de tirs sur des aliens. Certes, c'est très généreux, et honnêtement on ne boude pas son plaisir, même lorsqu'un mouton se fait exploser, mais il faut bien dire que ce n'est pas non plus très foufou. Le but des extraterrestres est simple, puisqu'il s'agit de ramener de la chair humaine pour les fast-food aliens.
Donc finalement, Bad Taste, c'est un film sympathique qui apparaît surtout comme une note d'intention pour les films à venir de Peter Jackson. Durant la post-production de Bad Taste, Peter Jackson rencontre dans les locaux une certaine Fran Walsh. Elle deviendra ainsi sa femme, mais également sa plus proche collaboratrice, puisqu'en général, elle est scénariste et productrice de la plupart de ses projets. C'est alors que le duo se met à travailler sur le projet Branded qui devait être le film suivant de Peter Jackson. Il est alors financé en partie par la New Zealand Film Commission, mais également par des producteurs espagnols et japonais. Malheureusement, les Espagnols faisant faillite, le projet est alors mis en stand-by. Peter Jackson décide alors d'utiliser les fonds obtenus par la New Zealand Film Commission, mais également de continuer à collaborer avec les Japonais de JAC. C'est ainsi que naît Meet the Feebles, qui au départ devait être un court-métrage, qui est devenu petit à petit, là aussi, un long-métrage. Le seul souci était que les Japonais voulaient à tout prix présenter le film au marché du film de Milan en 1989, ce qui laissait moins d'un an pour Fran Walsh et Peter Jackson pour obtenir un script en compagnie d'autres scénaristes. Pour ce qui est des marionnettes, Peter Jackson a fait appel à Richard Taylor et Tanya Rogers, qui s'étaient alors illustrés sur l'émission satirique The Public Eye, que l'on peut voir comme une sorte de guignol des infos. Le nom de Richard Taylor ne vous dit peut-être rien, mais il s'agit en fait d'un des plus importants lieutenants de Peter Jackson. Il est à la tête de la partie workshop de Weta, c'est-à-dire tout ce qui concerne les accessoires, les maquillages ou encore les effets mécaniques pour les films de Peter Jackson, mais également pour d'autres productions, à l'image de séries comme Hercule ou Xena dans les années 90. Le tournage de 12 semaines fut particulièrement éreintant, non seulement à cause des problèmes de délai, mais également parce qu'il faisait très froid durant l'hiver où a été tourné Meet the Feebles. Il y avait également pas mal de pigeons qui avaient chié un peu partout dans l'entrepôt, si bien qu'il a fallu nettoyer tout cela, mais également des punaises, si bien que l'équipe du tournage ne voulait pas toucher les différentes marionnettes pour éviter que des opérateurs des marionnettes se retrouvent avec des puces. Le film s'inspirant beaucoup du Muppet Show de Jim Henson, une projection à Disney avait alors été organisée en présence de Lisa Henson, la fille de Jim Henson. Il se trouve qu'elle a beaucoup aimé le film et a permis justement à Jackson d'éviter des problèmes de copyright ou même que Disney attaque en justice pour avoir déshonoré la mémoire de Jim Henson par exemple. Si Meet the Feebles n'est a priori pas trop sanguinolent parce qu'il met en scène des marionnettes, en revanche il se révèle particulièrement trash pour d'autres sujets. En fait, comme suggéré précédemment, Meet the Feebles peut être vu comme une sorte de parodie trash du Muppet Show. Ainsi Kermit la grenouille est remplacé par le morse Bletch, qui cocufie sa fiancée qui n'est autre que la fameuse Heidi, l'hippopotame, que l'on peut assimiler à Miss Piggy. Le ver Arthur peut être vu comme une sorte de scooter, puisqu'il s'occupe des coulisses du show. Le personnage de Seymour l'éléphant peut être vu comme un double de Gonzo, puisque lui aussi a une relation privilégiée avec une poule, avec qui il a eu un enfant hybride, entre l'éléphant et la poule donc. Quant aux autres personnages, ils s'avèrent tout aussi jubilatoires. Weinhardt la grenouille est un rescapé du Vietnam et subit depuis le syndrome post-traumatique et se drogue, ce qui occasionne d'ailleurs une énorme parodie de Voyage au bout de l'enfer et notamment sa fameuse scène de la roulette russe. Cette séquence pourrait être vue d'un point de vue loufoque et pourtant Peter Jackson la traite avec assez de sérieux pour que la scène passe bien. Trevor le rat est certainement le personnage le plus abject du film, puisque outre ses activités de pornographe, mais également de trafiquant de drogue avec son patron Bletch, il se trouve qu'il utilise la drogue du violeur. Une scène particulièrement abjecte, dont Peter Jackson n'ose pas trop en montrer heureusement grâce à l'arrivée du personnage de Robert le Hérisson. Le personnage apparaît comme une version imagée du spectateur, puisque le spectateur, comme Robert, découvre les travers des coulisses des Feebles. Il est d'ailleurs doublé par Luc Hamet dans la version française, qui n'est autre que la voix française de Marty McFly dans les films Retour vers le futur. Nous avons également Harry le lapin, qui se trouve être atteint d'une certaine maladie. Alors certes, on évite de parler du sida, d'ailleurs le personnage croit qu'il l'a pendant tout le film, alors que finalement il a une maladie liée à sa race lapine. Ce qui n'empêche pas des scènes particulièrement dégueulasses où il vomit, où il est complètement malade, ou alors se retrouve avec 15 tonnes de pustules sur le crâne. La mouche n'a pas de nom, mais on peut littéralement dire que c'est une mouche à merde, puisque c'est une journaliste qui essaye par tous les moyens de trouver des scoops, y compris dans la cuvette des chiottes. Puis évidemment, il y a Sébastien le renard qui vaut à lui seul le déplacement. En effet, il occasionne certainement le plus beau fou rire du film avec la chanson Sodomie. Alors attention à ne pas confondre avec la chanson qui est présente dans le musical Air.
Ici, toutes les chansons qui sont dans le film sont des chansons originales. Et pour le coup, Sodomie est la chanson la plus vulgaire, trash et irrévérencieuse de tout le film. Mais surtout, plus que le numéro de Sébastien, il y a surtout l'accueil du dit numéro. Et pour le coup, on assiste à un bide monumental qui déclenche l'hilarité du spectateur. Parce qu'en général, quand vous allez voir un spectacle, vous applaudissez au bout d'un moment, que ce soit à la fin du spectacle ou pendant pour un aspect particulier. Eh bien là, Et c'est ça qui est franchement hilarant dans la dite scène. Muni de sacrés punchlines pour l'occasion, Peter Jackson signe un film particulièrement hilarant, trash, certainement vulgaire pour certaines personnes, mais honnêtement ce n'est pas plus gras qu'une comédie américaine habituelle, et surtout c'est probablement plus drôle. Par ailleurs, vous aurez certainement plus de chances de rigoler devant Meet the Feebles que devant Carnage chez les Puppets. Peu de temps après la sortie de Meet the Feebles, Peter Jackson et Fran Walsh ont eu une proposition de la New Line pour écrire et potentiellement réaliser le 6e Freddy. Leur pitch était de mettre en scène un Freddy vieillissant qui ne désirait plus apparaître dans les cauchemars des jeunes. Toutefois, une bande de jeunes décidait de dormir volontairement pour pouvoir l'affronter. Au final, leur script a été rejeté par la New Line qui a privilégié celui de Rachel Talalay, qui donnera lieu au film La fin de Freddy. Pour son 3e film, Peter Jackson décide alors de relancer l'affaire Branded. Il est alors financé par la New Zealand Film Commission, mais également par les producteurs japonais de Shaq, qui avaient donc produit Meet the Feebles. Lorsque les producteurs espagnols étaient encore sur le projet, ils avaient demandé à Peter Jackson de mettre un personnage important espagnol dans le script. Bien qu'il soit parti, Peter Jackson a conservé le personnage espagnol et en a fait le personnage de Paquita, la petite amie de Lionel, qui sont respectivement joués par Diana Penalver et Tim Balme. Tim Balme n'avait jamais vu de film d'horreur avant de faire Brain Dead, et Peter Jackson lui avait alors montré quelques films, dont le fameux Evil Dead 2. Quant à Penalver, elle était en pleurs lorsqu'elle devait tuer des zombies au début du tournage. Petit à petit, elle s'est habituée, et finalement ça s'est bien passé. Brain Dead est souvent considéré comme l'un des films, si ce n'est le film le plus gore et sanguinolent de tous les temps, avec au moins 400 litres d'hémoglobine utilisés. Il se trouve que Richard Taylor avait utilisé un système d'évacuation plutôt intéressant, permettant justement de réutiliser le faux sang durant le tournage. Le faux sang était composé de sirop d'érable, de colorants alimentaires, mais également d'adoucissants pour lessive, ce qui piquait les yeux des différents acteurs, notamment ceux qui avaient des lentilles de contact, mais aussi ce faux sang se retrouvait à coller aux vêtements et donc au corps des différents acteurs, ce qui parfois posa des problèmes au niveau des relations entre les acteurs et l'équipe technique. Brain Dead est un film qui va peut-être encore plus loin que Meet the Feebles. Il est à la fois un film d'horreur particulièrement soutenu, avec une certaine gestion du suspense, mais également des thèmes particulièrement adultes et osés par moments. Mais il y a également des scènes particulièrement hilarantes, comme celle du prêtre qui fait du kung-fu dans un cimetière. Mais il y a également ce passage où le prêtre se retrouve à coucher avec une infirmière également morte, au point qu'elle lui arrache la gueule. Et bien évidemment, il y a la fameuse scène, même un brin inutile, du bébé dans le parc pour enfants. Le décalage vient également du personnage de Lionel, qui se révèle assez gauche, et peut-être encore plus que le personnage d'Ash Williams dans la franchise Evil Dead. Le personnage est ainsi un fils à maman, dont la mère veut à tout prix l'avoir auprès d'elle, y compris lorsqu'elle est morte, et également lors d'une transformation finale particulièrement jouissive, où finalement Lionel opte pour une seconde renaissance. Le personnage accumule également pas mal de cadavres dans la cave, au point que ces derniers finissent par revenir à la vie comme sa mère, si bien que l'on se retrouve avec un climax particulièrement énorme, avec des gens qui sont démembrés, défigurés, parfois il ne reste même plus la peau sur leurs os, certains personnages se retrouvent même avec une partie de la tête en moins. Un des zombies finira même par devenir une lampe humaine. Au passage, Peter Jackson signe un bel hommage à King Kong, puisque le début du film se déroule sur Skull Island en 1957. Un hommage direct qui anticipe son remake de 2005, et ce, bien que pendant les années 90, il avait déjà essuyé une première tentative. Donc Brain Dead est un véritable sommet de folie furieuse, à ne pas mettre toutefois devant tous les yeux. En effet, le film a été classé interdit aux moins de 16 ans, et pour le coup c'est plutôt justifié. Mais toutefois, attention, si vous désirez voir Brain Dead, ne le confondez pas avec Brain Dead, qui est un film de 1990 avec Bill Pullman. En effet, quand le film de Peter Jackson est sorti aux États-Unis, ils ont dû prendre un autre titre à cause justement de ce film. Donc finalement, aux États-Unis, le film s'appelle Dead Alive.
Donc voilà pour cette première partie d'Il était une fois Peter Jackson, j'espère que cela vous plaira, n'hésitez pas à partager la vidéo, à la commenter sur Facebook, sur Twitter ou sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et sur ce je vous dis à la seconde partie.